Au pompage, c'est compliqué quand on a des eaux chargées. C'est compliqué il faut des filtres. Et voilà. Donc, parce que on n'arrose pas avec des gros canons hein, ici, on arrose avec des petits asperceurs. On fait que de la micro-irrigation en fait. On préfère de loin beaucoup de paillage alors évidemment on utilise aussi des paillages plastiques. Hein. Il y en a qui ne s'appelaient pas, mais je ne sais pas si vous avez déjà fait du maraîchage, mais je veux dire l'herbe, il n'y a rien de pire. Voilà. Et toujours un système de goutte à goutte pour arroser. Radis en semi-direct. Donc le goutte à goutte, il vous faut une filtration, assez fine. Donc l'eau du réseau, ça va, il n'y a pas trop de... Il y a quelques grains de calcaire, mais ils sont trop gros pour passer pour boucher les trous des gouttes à goutte. Excuse-moi, mais ça va de bas en haut, il y a une pression mise dedans? Tout à fait, ça c'est la pression du réseau, normal. D'accord. Quand on en fait marcher toute une serre à la fois, on met l'eau dans des bacs et on utilise un surpresseur. Donc là, une petite pompe qui monte à 6 kg et du coup on peut arroser plusieurs lignes, plusieurs serres à la fois. Tu n'avais pas essayé de remplacer le plastique par l'ircantis? Si, alors on utilise aussi des paillages végétaux effectivement. Et sinon, le plastique, il dure combien d'années? Alors ça, les paillages tissés comme ça, j'en ai qui ont 30 ans. D'accord. J'en ai que j'ai acheté depuis 30 ans. Mais la qualité s'amoindrit de plus en plus. Ce qu'on évite absolument d'utiliser, qu'on n'utilise plus d'ailleurs, c'est ça. Ça, on l'utilisait autrefois, oui. Le polyéthylène, on ne l'utilise plus. Il y en a partout, déchiquetés. Le polyéthylène, c'est pas terrible. Ouais. Le PVC est encore pire. Le PVC, c'est ça, mais on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il a appelé écran thermique? C'est un voile. Sur les cultures, vous pouvez disposer des voiles. Les autres, c'est quand on met des écrans ou des voiles de forçage à l'intérieur. Température extérieure, la nuit. Si vous avez moins de 10 dehors, vous avez moins de 9 dedans. Par contre, si vous avez un écran thermique, vous gagnez jusqu'à 5-6 degrés. Donc déjà, ça fait toute la différence. Alors après ça c'est les données que je vous indique, c'est pour le plein hiver, quand vous avez des gelées qui démarrent à 8 h du soir. Et quand vous avez des gelées qui sont plus courtes, évidemment, vous gagnez avec des serres. Après, à partir du mois de mars, c'est assez rare qu'ils gèlent, même dans les serres froides. Ils gèlent moins, sauf s'il y a des coups de moins 7 comme l'année dernière. On a planté les courgettes et une semaine après on avait moins 7, mais on a tout couvert et on en a fait. Ou du chauffage, mais le chauffage aujourd'hui ça prend vraiment plus le coup. Nous on a une chaudière à bois dans la grande serre. À l'époque où je faisais des fleurs, j'avais une chaudière à feu et même déjà à l'époque j'étais en orgel quoi, parce que ça coûte très cher. Mais voilà. T'as pensé au méthane? Le méthane, merci de me le rappeler. Le méthane produit à la ferme seulement. Et uniquement sur les déchets, hein, les fientes d'humains. Même là, je ne suis pas vraiment très favorable. Je préfère encore le bois mort et voire pas de chauffage du tout. Voilà. Et les variétés d'abricots, c'est des variétés qui résistent aussi à la température négative? L'abricotier en lui-même résiste à moins de 30. Wow. La fleur à moins de 3, la fleur c'est... Ouais. Voilà. Il faut choisir des variétés à floraison tardive. Et ensuite il faut pas trop les bichonner avant le 15 mars. C'est-à-dire que la nuit on laisse ouvert, on essaie de les ralentir. Et après, quand la fleur va s'épanouir, là par contre on va faire. Cette année on s'en fiche un peu parce qu'on n'aura pas de fruits cette année. Mais voilà. C'est les habitudes quand même. Voilà. Ah, t'es une année bois sur l'abricot? C'est une année, non c'est pour les... parce qu'ils sont trop jeunes. On va continuer. Un bassin de collectage en bas vient de passer et un plus haut qui pourra irriguer. Ils sont prêts à réinstaller. Ça c'est du boulot. Quand vous reprenez vos parcelles, si tout n'est pas rangé, si tout n'est pas en place, vous laissez l'herbe gagner, c'est fini, vous ne pouvez plus les enlever.
Tu irrigues aussi chez toi? Comment? Tu irrigues aussi chez toi? Moi, je fais rien de tout ça encore. J'ai réfléchi. Il va falloir. Hein. Ouais. On a bien compris qu'il allait falloir. Moi, je suis pas paysan, mais je... Voilà. On utilise tout notre maraîchage avec du compost en poudre. Et une de nos grosses acquisitions, parce que c'est quand même, je le dis parce que c'est quand même très cher, c'est cette machine-là qui nous permet de distribuer le compost sur les planches. Voilà. Une machine comme ça vaut 9 000 €. Voilà. C'est un petit épandeur automoteur. Quelle est la puissance du moteur? C'est 4 ou 5 chevaux. 4 ou 5, oui. C'est pas un moteur très puissant, c'est simplement que c'est un bac de 300 litres qui se vide en 1 minute. Qui est pas sur, donc on le charge continuellement. Ça permet, un bac, ça permet de fertiliser une planche pour faire des épinards, de la mâche, ce qu'on veut. Voilà. Mais qui est pas entretenu, hein, parce qu'il faudrait laisser. Bon. C'est des francs? C'est des francs, ouais, c'est des bonnes variétés. Ah, quand même. Et là, c'est les ruches d'Aurélie. C'est un bio. Wow, il a fait beaucoup de boulot, hein? Ouais, ça se voyait pas de la route, hein? Et donc ce système, ceux qui ont suivi, directement prêt à être mis en place? C'est ça, c'est surtout pour pouvoir bien nettoyer les parcelles, éviter qu'il y ait de l'enherbement sur les tuyaux, Oui. pour pouvoir favoriser Donc le il passage les des remonte engins. Sur toute la parcelle? Ben, j'imagine, oui. Oui. Reste comme ça. Et du coup, nous, on plante nos poireaux d'abord sur 3 lignes. On les plante à la main. Et ensuite, on paille par-dessus. Du coup, nos poireaux sont très enfoncés. Ils disparaissent quasiment sous le miscanthus. Ils ressortent très vite. Et on a arrosé donc justement grâce au bassin que vous allez voir pour le démarrage, et ensuite on n'a pratiquement pas arrosé puisqu'à la fin juillet, le bassin, je le vois. bassin était vide. Il est là. Il était plein au début juillet, il était vide à la fin juillet. T'as quel volume dedans? T'as quel volume dedans? Environ 300 mètres cubes. Ah ouais. On ne peut pas remonter. Eh oui. Allez. Welcome. Le lac vert. Voilà, alors là c'est pareil. Dessous, c'est de la terre? Oui. On l'a posé de suite, tout de suite qu'il a été creusé. Ouais. Pour éviter qu'il y ait des herbes qui poussent. Ce plastique il est protégé par du toile tissé qui est perméable. Ça c'est une première bâche de protection. Ensuite c'est la bâche étanche. D'accord. Celle-là. Et ensuite encore pour protéger la bâche étanche, il y a une bâche noire. Une bâche noire par-dessus. Voilà. On protège des ultraviolets le plastique pour ne pas avoir à le changer. Voilà. Qu'on voit des fois qu'ils vendent des géomembranes exprès. Ouais, alors moi j'ai fait le calcul, j'ai trouvé que c'était super cher pour... et comme je ne savais pas trop où j'allais, j'ai préféré prendre du plastique classique et bien le protéger. Même en termes d'épaisseur, ça reste, voilà, c'est du classique, parce qu'il y en a des fois qui sont un peu plus épaisses. Ouais, non, il y en a qui sont très épaisses, Même qui la pèsent des bâche tonnes. noire, il y a différentes épaisseurs aussi, bâche noire, mais c'est pas... Là, c'est du classique. Voilà, c'est du classique. Ça, c'est du plastique 200 microns pour couvrir les serres. D'accord, ça c'est pour couvrir les serres, et après c'est la bâche noire à d'ensilage, quoi, en fait. Voilà. Et si jamais ton bassin ne se recharge pas comme il devrait l'être, puisque tu disais que déjà l'année dernière il était plein, non, quand il était tombé vide à juillet. Ouais. Est-ce que tu arrives à envisager du coup la façon dont tu vas t'y prendre, toi, pour ce que tu disais tout à l'heure, tes cultures, les petits marrons, etc. Non, on ne sait pas trop comment on va faire, hein, mais comme on a toujours fait d'habitude, avant on fonctionnait sans le bassin. Hein. Donc on avait... T'avais de la pluie ou des choses? Ouais, après, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on achète 1300 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 4 fois ce volume plein à la sort. Au tarif... Au tarif de particulier. D'accord. Il n'y a pas de tarif spécial. Ça n'existe pas. Quand on utilise de l'eau de consommation, on n'a pas de tarif.
Je sais pas, j'ai vu passer justement sur le document de la pompe quelqu'un qui disait qu'il a acheté, que ça valait le coup parce qu'il a acheté le mètre cube à 10 centimes. Alors vite l'adresse, le vidéo, parce que moi je le paye 1,60. David, qui aurait dû être avec nous ce matin, qui est en train de s'installer depuis un an sur la commune de Bio, aux fermes de Clérac. Donc David et Magali. Et Magali est en pépinière fruitière et David reprend le poste maraîchage. Et ce couple, et notamment David a été maraîcher dans 3-4 structures dans le sud-est, entre l'Aude et après Marseille là-bas. Donc là le tarif était peut-être plus avantageux. Et donc une des structures sur ces dernières années où il est passé bosser en tant qu'aide, salarié agricole et notamment maraîchage, et surtout maraîchage, puisqu'il a surtout fait du maraîchage ces dernières années, il y a eu, alors effectivement, il y a une des zones où il est passé où il y avait un accès à l'eau potable mais avec un tarif agricole. Et donc sur le mail qu'il nous a fait, le petit compte rendu qu'il nous a envoyé en vue de préparer son intervention, il parlait effectivement de 10 centimes, mais ça doit dépendre des régions, en tout cas dans le 46, selon les régions, il est a priori possible d'avoir, il existe, et là notamment il parlait de 10 centimes effectivement. Mais encore nous, on n'est pas les plus mal placés, hein, parce que bon, il y a des endroits où c'est déjà à 3 ou 4 euros le mètre cube. Hein. Ah oui, il y a largement pire, c'est sûr. Il y a aussi des structures de contrat avec des entreprises telles la Source, où il y a un tarif en fonction du moment où tu l'utilises. D'accord. C'est-à-dire que si tu remplis ton bassin au mois d'avril, admettons, ou je sais pas quoi, ça va être pas cher. Par contre, au mois d'août, ils refusent de te en disant bah non, on n'en a pas, donc d'où l'incitation à créer des bassins pour les remplir par avance. Ah, ça me rappelle des bassines. Voilà. Si tu as une citerne, c'est un investissement, tu as une citerne et tu vas la pomper régulièrement. Tu portes comment? Avec une tonne et un tracteur? Une citerne, tu prends une citerne de je sais pas, 5 mètres cubes et après tu vas pomper régulièrement, tu remplis tes bassins. Déjà quand tu traînes avec le tracteur 5 ou 6 tonnes, le tracteur, bon, tu as intérêt à avoir un gros tracteur et s'il faut aller faire, ici on est à 13 km du Lot, il faut aller chercher, moi je sais pas, hein, mais... Est-ce que tu as pensé à un forage? Est-ce que tu as pensé à un forage? Non, j'ai pas, non honnêtement c'est une solution, alors je sais qu'il y a il faut demander plein d'autorisations, je sais pas. Voilà. Et j'aurais une question pour la conf. Personnellement, j'ai travaillé avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait Delouvet, qui habite maintenant Sarlat, qui n'a pas arrêté de dire que les usines d'épuration, de potabilisation et de distribution doivent faire 2 sorties d'eau. Une des eaux usées mais sans turbidité et l'autre des eaux potables. Parce que c'est vrai qu'arroser à l'eau potable, c'est effarant. Et donc, quand on pense, voilà, si on disait ça aux Indiens qui boivent l'eau du Gange, et donc, est-ce que, c'est une question à la conf, politiquement, est-ce qu'il y a la moindre mesure pour ces eaux qui n'ont pas besoin d'être potabilisées, les distribuer, quoi? Je ne sais pas s'il y a des gens de la conf ici, ou bien des gens qui savent. Ici, on n'est pas dans un bassin de population énorme, et les petits villages, je pense, ont leur mini-station d'épuration, mais c'est pas ça qui va générer beaucoup de... Enfin, je ne crois pas que ça puisse servir aux agriculteurs. Ça pourrait être réutilisé, effectivement, mais ça demanderait des canalisations supplémentaires ou un stockage. Et, quelque chose, des installations qui en tout cas n'ont pas été prévues. A priori, voilà, c'est pas dans les tuyaux de le prévoir. A priori, c'est à l'étude. C'est à l'étude. Ouais, parce qu'en venant, on a entendu à la radio justement le ministère de l'Agriculture sont en train de regarder justement les fameux les eaux grises, voilà. Où on utilise actuellement 2% et des confrères italiens ou autres utilisent 16%. Dans des bassins de population, je pense que dans des bassins de population importants avec une culture à proximité, ça doit valoir le coup. Ils sont en train d'étudier ça. Il y a 100 habitants par village en moyenne, et je pense qu'il y a en plus des retraités qui utilisent très peu d'eau. Et puis surtout des
des endroits, il parlait des endroits où il y a beaucoup de patates par exemple, où il nettoie à l'eau la patate et l'eau après elle part en eau grise. Alors ça, il faudrait le récupérer pour éventuellement arroser, quoi. Donc oui, à la sortie, tout à fait, à la sortie. Ben, moi, je prends mon exemple, j'habite Corps, il y a une station d'épuration. Donc, je vais en parler à mon maire. Ça serait intéressant aussi peut-être d'étudier l'eau parce qu'elle peut être aussi vachement polluée en sortie. En tous les cas, c'est normal que ce soit réfléchi, quoi. C'est évident. Ce qui est dingue, c'est que René Delouvet, il le demandait en 1997. Non, parce que là, il parlait justement de la sécheresse et des problématiques de l'eau. Et a priori, c'est le ministre de l'Agriculture qui ils sont en train de lancer un décret. Qu'est-ce qu'il est bien, ce ministre de l'Agriculture. Donc on va voir ce que ça donne. Mais bon, voilà, il dit qu'ils ont des exemples en Europe, des pays où évidemment. Ils utilisent déjà 16% des données entre 1 et 2%. Et je vais te dire, on peut aller voir dans les pays du Sud. Hein. Oui, il y a des trucs. On peut aller voir dans les pays du Sud. Mais après, voilà, il expliquait aussi c'est selon des régions, justement. Ouais. Parce que eux, ils y ont pensé. Ils n'ont pas assez d'eau potable, donc ils n'ont pas assez d'eau d'irrigation. Ils se sont posé la question à l'amont. Ça, normalement, c'est censé être plein. Cette saison, ça devrait déborder. Il y a un trop plein là-bas. Mais là, cette année, pas d'eau, donc trop peu d'eau. Parce que la surface de collectage, elle a été calculée en fonction de ça. Elle est largement suffisante pour remplir le bassin en une semaine, par exemple, si jamais il pleut beaucoup. Et là, cette année, on voit vraiment qu'il n'y a pas beaucoup. Surface de collectage. Et là, le remplissage du bassin par rapport à ce que tu connais habituellement, il est comment? Le remplissage de ton bassin? Mais là, il est anormal, là. Ça devrait déborder. Et quelle est la profondeur qu'il y a de plaine, là? Là, il y a 3 bons mètres. Total? Je pense qu'il y a au moins 3 mètres ou 3 mètres 50. C'est pas très profond. Hein. La moitié, quoi. Ben, moi, j'ai pas trop de recul parce que la première année, donc c'était il y a 2 ans, on ne s'en est pas servi. Il était plein, on ne s'en est pas servi. Parce que l'été a été frais, je ne sais pas si vous vous souvenez. On n'a pas eu besoin d'arroser, on arrivait tout juste à aller se baigner tellement il faisait frais. Et du coup, on a arrosé très très peu. On a juste fait un petit arrosage en septembre, mais la deuxième année, c'était pas du tout pareil. C'est bien rempli, mais par contre, c'est très vite vidé. Et malgré tout, on a eu de très belles récoltes grâce au bassin l'année dernière. On a eu des potimarrons en quantité. C'était des pieds énormes et on a eu 6-7 potimarrons par pied. Et on a eu beaucoup de betteraves rouges, les choux très beaux aussi. Et les poireaux aussi, là on est sur la fin, c'est pas du tout représentatif. Mais voilà. Pardon, j'ai oublié de te couper, mais tu disais que le bassin il avait été vide rapidement quand même. Ouais, assez vite. À la fin, il m'en restait on a arrêté les arrosages quand il en restait 1 mètre parce qu'on a utilisé un petit peu sur des choses qu'on venait de repiquer. Par exemple, on repiquait les betteraves rouges nous en juillet. Donc là, on gardait cette eau, ce peu d'eau qu'il y avait, parce que quand on fait un arrosage au goutte à goutte, il en faut très peu, quoi. Donc avec le surpresseur, on arrosait encore. On a arrosé en fait tout le mois d'août, mais qu'est-ce qu'on prenait? On prenait 2 mètres cubes à chaque fois. C'est 77 € au mètre carré, 700 mm. C'est par an? Oui, par culture. Ah oui, par an. Par mois, il faut aller à la Réunion. Là, pour, Sakamaka. oui, pays équatoriaux. Mais non, ici, ici la pluviométrie est très variable dans le département du Lot. C'est un département très contrasté entre le sud et le nord. Du nord-est jusqu'au sud-ouest. Vous avez dans la région de Montcuq, vous êtes à 500 mm. La région moyenne ici, on est à 700 et le Ségala est à 1200. Ah. Donc il pleut plus ou moins et nous on est à 700 et donc voilà, on va calculer notre surface en fonction de cette pluviométrie. De la pluviométrie. Ouais. Voilà. Bon, qui va beaucoup changer, hein. Qui va beaucoup se faire des hauts et des bas. Ouais, mais c'est irrégulier. Hein. Ouais, 700 c'est la moyenne annuelle. Oui. Mais ça ne veut pas dire que voilà, il peut y avoir. On a vu des automnes secs, on a vu des hivers secs, on a vu des étés pourris. Il y a de tout. Parce qu'il n'y a pas de règlement climatique. Et le climat, il se fait cher. Oui, donc il n'y a pas de dérèglement, il n'y a pas de règlement. Voilà. On fait jusqu'au dernier jour. Non, mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y aura des très gros contrastes, quoi. Du très sec et des tonnes de pluie. Ouais. Mais, alors moi, c'est le seul changement climatique que je vois très clairement. Parce que je travaille la Terre depuis 40 ans. Et le changement climatique que je vois très clair, bon,
outre, moi, le pseudo-réchauffement, moi, il ne m'inquiète pas beaucoup. C'est pas ça qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète, c'est effectivement les gros contrastes qu'il y a. Oui. C'est-à-dire que maintenant, et aussi que les épisodes de chaleur ou de froid peuvent être plus violents, à mon avis. Donc, plus durs. Très contrastés, quoi. De moins en moins tempéré, c'est tout. Ouais. Mais bon, Je crois, enfin, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus au niveau climatique. Mais pas vraiment le réchauffement proprement. Bien sûr, oui, oui. c'est la rudesse. Le choix de ce type de voilà, retenue d'eau, enfin, nous, en plein de réflexion. Du coup, il y a aussi la bâche, enfin, Les poches incendies. les poches incendies, enfin voilà. La réflexion qui a mené à ça. Alors, les poches incendies, je crois que les plus grosses, c'est combien? C'est 50 mètres cubes? Ah non, nous, on en a un devis pour 100. On a un devis sur 140 mètres cubes. 140. Ils peuvent monter encore plus. Ouais. Après, c'est le tarif qui monte. Après, toujours voilà, pareil. c'est ça. Après, c'est cher, quoi. C'est cher. Bon, là, moi, je vous dis le coût de ça, Oui. c'est 2500 €. D'accord. Avec la bâche incluse. Bâche incluse, terrassement. Terrassement tout. 2500 €. Bassin versant, tout. Comment? Et le façonnement du bassin versant, qui était déjà bon d'ailleurs. Oui, Ouais. le façonnement on était plus ou moins Oui, bon. On était juste retouché un peu Oui. pour faire canalisation sur les poches, quoi. Mais ouais, Juste la bâche, tu sais. je sais pas, mais la bâche à 1000 €. 1000 €, j'ai acheté toutes les bâches avec 1000 € et puis 1500 € pour creuser. Il a fallu une journée. Même le Mais il y a 2 ans. Ouais, D'accord. Il y a 2 ans. il y a 2 ans. On va dire Bah que oui. Il a 2 ans. Tout le monde sait que le plastique vient d'Ukraine. Bah tout vient d'Ukraine. Je veux dire de Russie. Ouais, Ok. moi alors pourquoi j'ai fait ce choix? Bon, je pense que c'était le plus simple et le plus rapide à mettre en œuvre. Il me semble aussi le moins cher. Ouais. Et puis l'eau de pluie me semble pas mal non plus parce qu'elle est neutre, beaucoup plus neutre que l'eau de source ou que l'eau de nappe. Après, bon, aussi le fait qu'elle soit à température